Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue sous les lecteurs joyeuses de la télévision nationale aujourd'hui. Vous êtes dans votre émission Face au peuple. L'émission Face au peuple, c'est une coproduction de Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique et la radio-télévision guinéenne. L'émission Face au peuple est financée par la fondation Osiwa. L'émission Face au peuple, c'est une émission qui permet aux citoyens de comprendre tout sous le fonctionnement de nos institutions. Face au peuple également, c'est un espace d'échange entre gouvernants et gouvernés. Face au peuple, c'est aussi des rubriques, questions-réponses, propositions de solutions, enfin, le plaidoyer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Face au peuple. Depuis 2010, chers téléspectateurs, le président de la République, le professeur Alpha Condé, à travers les différents gouvernements qui se sont succédés, a lancé des vastes réformes dans le secteur minier. Ces réformes ont commencé par l'élaboration d'un nouveau code minier, des recherches géologiques, l'assainissement du cadre institutionnel du département des mines et de la géologie. La gestion des redevances est aussi au centre de ces réformes. Pour mieux débattre ce sujet d'une importance capitale, nous avons fait appel pour vous, chers téléspectateurs, M. Sadou Nimaga. Il est le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie pour mieux décortiquer les perspectives des activités minières en Guinée et les impacts sur la population. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue dans votre émission Face au peuple. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois dans cette émission pour la première fois. D'abord, c'est vrai que vous êtes le secrétaire général du ministère des Mines, mais avant d'être là-bas, vous étiez quelque part forcément. Alors, Absolument. présentez-vous à nos téléspectateurs. C'est toujours difficile de parler de soi-même. Faites un effort, juste. Je suis le secrétaire général du ministère des Mines. Avant, j'étais conseiller juridique au sein du même ministère. J'y suis resté de 2008 à 2016. Plus précisément du 27 août 2008 au 16 juillet, je crois. Oui. Juillet 2016. Non, 13 juillet 2016, j'étais donc conseiller juridique. Cela fait presque 8 ans. Après, je suis devenu secrétaire général. Mais avant ça, j'ai travaillé au ministère de l'économie et des finances, également au service juridique. Avant d'être dans la fonction publique, je travaillais pour un projet privé. OK. Voilà. Monsieur Nimagan, vous êtes un acteur clé dans l'élaboration du nouveau code minier guinéen. Et parlez-nous un peu des innovations de ce test. Si vous me permettez, je voulais d'abord peut-être vous remercier pour cette invitation. Allez-y. Remercier l'RTG, remercier aussi l'EGPAD et Action Mine. Souvent, ce qui se dit sur la Guinée, c'est que la Guinée est un scandale géologique. Exactement. Ce scandale géologique ne se transforme pas en scandale de développement économique. Donc, ce décalage entre ressources énormes et le fait que la Guinée continue d'être classée comme pays sous-développé, selon l'indice de développement humain du PNUD, des Nations Unies. Donc, ce décalage-là, pourquoi on en est là? Mais quels sont les efforts qui sont en cours pour changer cette perspective-là? C'est donc avec plaisir que je vais essayer de discuter avec vous de tout cela. Maintenant, pour revenir à votre question qui est par rapport au code minier. Le code minier, ce que j'ai dit, des innovations. Ce que j'ai dit, c'est que les ressources minérales que nous avons sous le sol, pour qu'elles deviennent des valeurs économiques, pour qu'elles puissent créer de la plus-value pour les populations, il faudrait qu'il y ait un travail qui part de la promotion à la transformation puis à la commercialisation. Bon, aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts pour la transformation. C'est vrai qu'il y a Frigia qui est là déjà, qui transforme de la bauxite en alumine, mais nous voulons aller plus loin. Donc, ce processus-là se fait à travers une vision. Cette vision, c'est ce qu'on appelle la politique publique des mines, la politique minière. D'accord. Cette politique minière se traduit en valeur juridique, donc en un code, qui est un catalogue de dispositions qui définit ce qui doit être fait sur la recherche, sur le développement, sur l'exploitation, sur la commercialisation et sur la transformation. D'accord. Donc ce processus-là, dans tous les pays du monde, fait l'objet de ce catalogue qui s'appelle le Code minier. Sous le premier régime, c'était des plans de développement. Je rappelle que c'était le centralisme d'État à l'époque, au temps du président Sékou Touré, paix à son âme. Donc nous avons eu le centralisme d'État. Après, il y a eu un code en 1986. Et puis, il y a eu le code de 1995, qui a été le code qui a permis d'ouvrir le pays, qui a surtout facilité l'investissement, l'ouverture du pays à l'investissement. Mais ce qu'on a constaté en 2010, un peu bien avant déjà 2006,
on a constaté que la politique minière a commencé à avoir ses limites. En 1985 déjà, il y a ce qu'on appelle le discours programme du 22 décembre, qui a permis l'ouverture du pays, la libéralisation. Exactement. Cette libéralisation du pays supposait que l'État se retirait de l'activité économique et laisse la place au privé. Ok. Donc, ce faisant, ce code devait permettre le fait que l'État régule, l'État élabore les lois, mais l'État ne fait pas l'activité, l'État assure le contrôle en aval. D'accord. Entre les deux, il y a l'activité minière. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on ne s'est pas suffisamment préparé pour pouvoir assurer ce contrôle. D'abord, il y avait le fait qu'on n'avait pas suffisamment de connaissances géologiques, mais surtout l'administration était beaucoup corrompue, il faut oser dire le mot. Parce que entre 1995 et l'élaboration du nouveau code, il y a eu beaucoup de permis miniers qui ont circulé, mais on s'est posé la question, oui, il y a Rio Tinto qui est là, BHP qui est là, Anglo Gold qui est là, tous ceux-ci sont là. Pourquoi on n'a pas beaucoup de sociétés en exploitation? Pourtant, des permis se donnent. Quel est le blocage? Entre les deux, il fallait trouver un moyen pour suivre les sociétés minières. Peut-être que les sociétés aussi avaient des choses à demander que nous ne donnions pas en termes de rassurance. Exactement. Certainement, il fallait identifier ces faiblesses-là. C'est ce qu'on a fait dans le Code minier de 2011, qui a été amendé en 2013. D'accord. On a d'abord insisté dans ce Code minier sur la transparence dans le Code. On a également insisté sur le suivi des projets miniers. On a insisté sur l'amélioration de l'impact de l'exploitation sur les populations qui sont avoisinantes et les populations de façon générale. On a également insisté sur la lutte contre la corruption. De telle sorte qu'aujourd'hui, moi, secrétaire général du ministère des Mines, il m'est interdit d'avoir des permis ou d'avoir des intérêts dans des permis miniers. Nous avons mis en place un mécanisme au niveau du cadastre minier qui fait que, contrairement à un passé récent, quand tu as un permis aujourd'hui, si tu ne fais pas le travail qui est exigé suivant la loi, tu es obligé de perdre le permis. D'accord. Quel que soit le lien que tu vas avoir avec des responsables de l'État. Et j'ai le plaisir de dire ici qu'on ne reçoit aucune influence, on ne reçoit pas d'interférence ni du président, ni d'un quelconque responsable sur ce terrain-là. Parce que c'est là l'essentiel. Monsieur Dimagan, où nous en sommes par rapport au test d'application? Le code a été élaboré en 2011. Le code a été mis en application, donc immédiatement ratifié par le président de la République. J'ai dit l'autorisation de promulgation, la loi d'autorisation de promulgation a été prise par l'Assemblée. Le président a promulgué donc le code minier par une loi. Il y a eu juste un petit constat de certaines faiblesses. En 2013, en avril 2013, on a obtenu cet amendement qui a été fait. D'accord. Immédiatement, on s'est attelé à l'élaboration des textes d'application. Les principaux textes d'application sont terminés. D'accord. Il y a certains textes, si j'ai des principaux textes d'application, il y a eu un décret sur la gestion des titres d'autorisation, un décret sur les dispositions financières, l'application des dispositions financières du Code. Il y a un contrat type, il y a un décret sur le processus d'élaboration d'une étude d'impact environnemental, et il y a la Commission nationale des mines qui a été mise en place. Il y a eu des dispositions qui ont une certaine sensibilité pour lesquelles on a mis beaucoup de temps, sur lesquelles on travaille encore. Ce sont des dispositions qui concernent les collectivités locales, les communautés locales. Chaque jour qui passe, on se rend compte qu'il fallait attendre. Aujourd'hui, nous sommes à la fin, nous avons terminé les textes sur le FODEL, peut-être qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. On aura du temps. Il y a l'ANAFIC, qui est également en train d'être mise en place en rapport avec le ministère de la décentralisation. Donc, c'est quelques textes qui concernent les relations directes entre l'exploitant minier et les populations, notamment le paiement du FODEL, de la contribution au développement local. Ces textes-là sont maintenant à leur phase terminale de rédaction également. D'accord. Alors, parlant du cadre institutionnel, parce qu'il y a eu beaucoup de conflits de compétences dans ce cadre, qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour réglementer un peu ce secteur? Il y a eu un audit institutionnel qui a été organisé au niveau du ministère des Mines sur financement interne. C'est KPMG qui a réalisé cette étude-là, qui a pu définir les différentes attributions, tout ce qui intervient dans la gestion du secteur minier. Donc, il a relevé les faiblesses. On a créé de nouvelles structures grâce à cet audit-là et nous avons pu voir là où il y avait des conflits de compétences. Le plus important dans la gestion du secteur minier et que nous sommes en train de réussir, en tout cas en Guinée, et qui fait qu'il y a beaucoup de projets qui sortent. Les gens
voit des projets, des conventions qui se signent, des projets qui sont lancés. En matière minière, ce n'est pas le jour où on lance un projet que l'impact immédiat va commencer, c'est une affaire de 5-10 ans. Oui. C'est vrai que les gens sont pressés, on les comprend. Donc ces projets qui sont lancés, pourquoi on en arrive là? C'est parce qu'au niveau du ministère, le ministre laisse les techniciens travailler et ce que disent les techniciens, c'est ce qui est pris en compte. Au niveau supérieur également, quand le ministre présente le dossier n'est généralement pas retoqué par le président. Donc il y a une véritable coordination qui est faite actuellement, qui fait que le secteur minier va de façon progressive dans une gestion, une bonne gouvernance qui permettra, en tout cas, je peux le dire ici, dans quelques années, si vraiment cette dynamique continue, de voir un impact positif énorme du secteur sur la population. Parce qu'on va également en parler tout à l'heure, le secteur minier, nous voulons, en tant que responsables du secteur minier, faire en sorte que ce que la nature a doté, ce que la nature nous a donné, puisse être transformé en économie, en valeur économique pour les populations. Cela suppose que le secteur minier n'évolue pas seul, que le secteur minier puisse s'intégrer à d'autres secteurs. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour créer cette synergie-là entre agriculture et mines, entre mines et pêche, entre mines et énergie. Si nous avons un projet minier qui se développe par exemple à Bokeh, que ce projet-là évolue, si l'entreprise qui réalise ce projet minier doit faire des routes, il faudrait que ces routes-là soient faites par les populations guinéennes. Je ne dis pas les populations de Bokeh, je dis les populations guinéennes, parce que nous sommes une nation. Donc, s'il y a des besoins des travailleurs de la société minière en question, qu'ils soient des Chinois, des Français, des Japonais, s'ils ont besoin de tomates, que ces tomates-là soient produites en Guinée. S'ils ont besoin de poissons, que cela soit trouvé dans les eaux de Bofa ou de Bokeh. En tout cas, qu'on puisse trouver les besoins essentiels. Ce faisant, ceux qui font ces activités-là peuvent s'enrichir. Donc, l'argent qui vient pour exploiter la mine servirait les populations guinéennes. Alors, M. Nimagan, vous avez parlé tout à l'heure de la communauté. Alors, c'est quoi réellement le contenu local pour les Guinéens lambda? Le mot contenu local vient de l'expression anglaise local contents, contenu local, qui traduit le contenu national. D'accord. Ce n'est pas le contenu local. Aujourd'hui, dans certaines sociétés, ce qu'on fait, on catégorise, on dit contenu local, local national, local international. C'est un peu complexe. Le contenu local, pour définir d'abord le concept, c'est emplois locaux, travail par des sociétés guinéennes et des sociétés locales. Ensuite, la responsabilité sociétale des entreprises. Les trois éléments composent aujourd'hui ce qu'on appelle le contenu local. Maintenant, une société qui évolue par exemple à Sigiri et qu'il a besoin de trouver des balayeurs ou bien des cuisiniers, des femmes de ménage, il n'est pas joli qu'on vienne chercher ça à Bokeh ou bien à Labé. Donc, il y a des postes, le code a été clair là-dessus, qui sont des postes qui ne demandent pas de qualification, pour lesquels quand même, il faut privilégier, même pour la paix de la société, ceux qui sont dans la ville, dans le village, dans le petit district où ça travaille. On devrait quand même employer ces gens qui sont là-bas pour ces domaines-là. Mais pour recruter par exemple un comptable, un directeur, n'importe quel poste qualifiant, cet appel d'offres définit les critères de choix. Et pour, en tout cas, une nation, ça devrait être simplement un Guinéen, pas forcément quelqu'un de la localité. Donc pour les questions d'emploi, c'est cela. Il y a les entreprises également. S'il y a des petits travaux qui doivent se faire localement, il est normal qu'on prenne pour ces petits travaux-là les entreprises qui sont localement. Même pour le coût, déjà, ça peut aider la société. Monsieur le secrétaire général, vous avez parlé de redevabilité. Alors, comment se fait la gestion des redevances minières actuellement? Parce qu'on entend parler de FODEL, Fonds de développement économique et local. C'est le fonds qui est abondé, donc le fonds est rempli par une contribution qu'on appelle contribution au développement local, qui est prévue par le Code minier. Oui. C'est un fonds qui n'existait pas, une contribution qui n'existait pas dans le Code de 1995, mais qui s'est imposée dans la pratique plus tard par les conventions qui sont là, parce que les populations sont exigeantes auprès des compagnies minières. Lorsque tu viens pour travailler dans une région, il est quand même normal que tu puisses payer quelque chose à ces collectivités-là. Donc, ce qu'on a prévu dans l'ancien code, c'était 0,5% pour
dans les conversions, on était autour de 0,4% parce que ce n'était pas dans le code. C'était 0,4% pour la SAC, par exemple, pour la SMD. C'était un montant forfaitaire qui était très dérisoire. On a mis dans le nouveau code 0,5% pour la bauxite et le fer. C'est substances de catégorie 1. Dans le code, c'est comme cela, c'est libellé. 0,5% du chiffre d'affaires. C'est que le montant que cela représente est payé aux collectivités. Pour l'or, le diamant et toutes les autres substances, c'est 1% du chiffre d'affaires. Okay. Ce qu'on a constaté avant, c'est que quand cela était payé, le préfet qui reçoit cela, ou le maire qui reçoit ça, va prendre une deuxième femme, une troisième femme. Et la gestion était catastrophique. À un moment donné, le président de la République même a demandé à ce qu'on suspende le paiement de ce montant-là parce que c'était de la corruption qui était dans le détournement de ces fonds-là. Finalement, dans le code, au niveau du ministère, dans le code, on a essayé même de définir certains pourcentages qui devaient également être payés, mais on a aussi mis en place au niveau du ministère une procédure pour changer la façon dont ça doit être géré. Donc on met en place une nouvelle gouvernance pour que ceux qui sont véritablement impactés par l'activité minière puissent en avoir la rétribution. Okay. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de Sigiri, j'ai reçu des gens de Kintinya qui se trouvent être la zone actuellement en exploitation de l'or, qui venaient me voir au bureau quand j'étais conseiller juridique pour dire que c'est nous qui subissons l'impact direct de la production de l'or, mais nous n'en tirons pas suffisamment bénéfice. Nous voulons que ce qui était là comme procédure, c'est que les gens, chaque collectivité concernée d'une préfecture où il y avait, par exemple, une mine comme à Sigiri, toutes les sous-préfectures, même celles qui ne sont pas concernées directement par l'exploitation, par la concession, toutes ces sous-préfectures-là où ces collectivités présentaient des projets. Les meilleurs projets étaient retenus. Donc cela fait que souvent, les collectivités qui sont immédiatement impactées n'en bénéficiaient pas. Donc ce que j'ai proposé et que avec le ministre on a amélioré plus tard, donc proposé dans un projet que le président a bien voulu signer, c'est que désormais, on met une clé de répartition, chaque collectivité concernée. Comment ça se fait, cette répartition? Cette répartition se fait suivant des clés. Pour un montant de 100, on a mis des pourcentages. Par exemple, 35% pour les collectivités qui sont actuellement dans la zone d'exploitation. D'accord. La concession peut être plus grande, mais le pic d'exploitation, la poussière qui monte, touche quand même une collectivité immédiatement. Exactement. Cette collectivité-là a 35%. Les autres collectivités, puisque la mine bouge, ça peut bouger. Lorsqu'on finit d'exploiter une zone, on va dans une autre zone. Donc, l'autre collectivité qui est aussi dans la zone, le périmètre du titre minier, également, les collectivités bénéficient de 25%. Il y en a d'autres qui ont un impact, qui subissent l'impact du projet suivant l'étude de faisabilité. Celle-là aussi bénéficie de 25%. Donc, on a fait une répartition comme ça, qui est en train d'être opérationnalisée. On a déjà appelé les collectivités qui ont validé cela. Et nous irons vers, en tout cas les toutes prochaines semaines, nous irons vers les collectivités à Boké, à Sigiri, pour pouvoir présenter à nouveau, expliquer en fait aux nouveaux élus qui viennent d'être installés dans la plupart des collectivités concernées. Monsieur le secrétaire général, monsieur Sadou Nimagan, il y a eu la journée nationale des orpailleurs à Kankan. Dites-nous comment se porte actuellement l'exploitation artisanale de l'or et de diamant en Guinée. L'exploitation artisanale de l'or, c'est un domaine qui est un domaine critique. Comment ça? Il y a des communautés en Guinée, par exemple à Sigiri, à Dingirai, et dans d'autres zones de la Guinée, à Banankoro, où l'activité des diamineurs ou d'orpailleurs est une activité traditionnelle. D'accord. Donc, pour pouvoir réformer ces secteurs, pour pouvoir les amener à s'améliorer, il faut les motiver. D'accord. Donc, on a identifié dans leur activité qu'est-ce qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est que c'est les questions environnementales. Ce sont des gens qui prennent des gravats qui vont les laver dans les cours d'eau, donc il y a un problème de pollution. Ce sont des gens qui creusent des trous de manière très hasardeuse. Ils utilisent même des produits chimiques. Des produits chimiques dangereux pour leur santé, mais comme ils ne sentent pas du mercure, oui. Ils ne sentent pas le mal tout de suite, mais ça détruit dans la durée, donc pour eux ce n'est pas grave. Oui. Donc les conséquences environnementales, les conséquences sanitaires
les conséquences de sécurité physique, même avec des éboulements. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce qui les amène à aller vers les cours d'eau? C'est parce que certainement, ils n'ont pas d'eau. Donc, il faut les aider à trouver une laverie. Les laveries qu'on trouve pour eux. Il faut également les aider à avoir, par exemple, au niveau de ces zones-là, un processus éprouvé par une banque qui viendrait les accompagner. Donc, nous avons engagé également à ce niveau un processus de réforme qui est en cours. Nous avons demandé à cette banque-là d'apporter le financement pour une partie, une zone qu'elle va avoir, qu'elle va répartir à certaines populations d'orpailleurs, par exemple. On a identifié la zone. La banque doit faire le décapage, donc la partie non minéralisée est décapée par la banque gratuitement. Donc ça fait que les populations n'auront pas à creuser de façon hasardeuse pour créer des galeries qui vont faire des éboulements, peut-être qui vont les amener vers la mort. Donc on a proposé que cela soit ainsi, que la banque puisse décaper, mais on s'est rendu compte que la proposition que la banque a faite de 5 mètres est trop faible. Okay. Donc il faut que la banque aille plus loin en profondeur pour atteindre la partie minéralisée, ça peut aller jusqu'à 200 mètres, voire plus. Et cela amène un coût. Donc nous avons demandé à ce qu'on achète des petits équipements pour que certains puissent avoir cela contre contrat avec des groupements qui vont avoir des titres d'exploitation artisanale. Donc ce travail de réforme-là est en cours. Le tout pour dire que c'est un secteur qui a besoin d'être accompagné, c'est un secteur qui a besoin de sensibilisation et de formation, dans lequel secteur nous sommes également en train de faire des réformes. Je pense que ces réformes, en tout cas, que ce soit maintenant, à tout moment, ce sont des réformes nécessaires pour que l'augmentation de la productivité de leur activité puisse les motiver à avoir des méthodes beaucoup plus saines pour leur propre vie, pour leur propre sécurité. Il s'appelle M. Sadou Nimagan. Il est le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. Vous êtes dans votre émission Face au peuple, qui est une coproduction de leadership jeune pour la paix et le développement en Afrique avec la radio-télévision guinéenne. C'est financé bien naturellement par nos amis de la Fondation Osiwa. L'émission Face au peuple, c'est un espace d'échange entre gouvernants et gouvernés. Peut-être une dernière question avant de donner la chance un peu au public. On va parler de la transparence à présent, monsieur le secrétaire général. Maintenant, la transparence, comme indiqué au chapitre 10 du Code minier guinéen, parce qu'on a eu le temps quand même de lire. Alors, est-ce qu'il est possible de nos jours de parler de transparence dans le domaine minier ici en Guinée? Les questions que nous sommes en train d'aborder, de traiter au niveau du ministère, doivent se faire sous le label de la transparence. Il y a l'ITIE qui nous aide beaucoup dans ce cadre-là. C'est un processus qui est mis en place par le président Blair, le Premier ministre Blair, qui a estimé que les ressources qui sont exploitées dans les pays donnent des revenus qui ne sont pas utilisés à bon escient. D'accord. Et que pour amener les gouvernants à bien gérer, il faut que les populations sachent ce qui est obtenu de l'exploitation minière. Donc cette transparence-là permettrait aux dirigeants de s'améliorer. Et c'est ce principe-là que nous suivons actuellement. Nous avons, en tout cas au niveau de certaines directions du ministère, comme je l'ai dit au début, le CPDM par exemple, parce qu'il faut qu'on en parle, le CPDM c'est le Centre de promotion et de développement minier, c'est là où se traitent les demandes de titres miniers. Lorsqu'on dit que la Guinée est riche et qu'un étranger vient pour exploiter, il l'exploite à travers un titre qu'on lui donne, c'est juste l'apport sur un périmètre. Toute la pagaille qu'il a eu avant, c'était au niveau de la gestion de ces services-là. Ce n'est pas la faute de quelques personnes, je ne vais incriminer personne, mais c'était les règles qui étaient là à l'époque qu'il fallait améliorer. Donc en améliorant ces règles-là, ce qu'on fait, c'est que quand il y a une demande qui est faite par M. Diallo, M. Camara et moi-même, c'est le premier venu qui est le premier servi. Et le cadastre, dès qu'une demande est formulée, ça apparaît en ligne. D'accord. C'est une transparence à l'origine, c'est la transparence à la base. C'est ce qu'actuellement l'ITM est en train de promouvoir. Lorsqu'il y a un paiement qui est fait immédiatement, que ce paiement-là apparaisse, nous travaillons également au niveau d'un projet, c'est un projet qui s'appelle Fusion, pour que tout ce qui est payé par tous ceux qui doivent payer quelque chose au niveau... se passe dans la plus grande transparence. C'est la transparence. Il faut que ça se fasse. Même au niveau des collectivités, vous avez parlé des redevances tout à l'heure, Oui. Nous avons les textes qu'on a élaborés au niveau du FODEL. Il est prévu que tout ce qui est payé par les sociétés minières au niveau des collectivités soit rendu public. Là où il n'y a pas de médium, là où il n'y a pas de radio, qu'on fasse une communication publique. Là où il y a des sites internet du ministère, que ça soit publié sur les sites internet,
tout ce qu'il y a comme paiement des sociétés, il faut que les populations soient informées. Maintenant, là, avec les conseils communaux qui sont mis en place, avec les maires et tout ça, il y a déjà quand même une certaine transparence qui va se faire, parce que tout doit être voté, tout ce qui doit être fait dans le cadre d'une transparence qui est d'ailleurs de plus en plus réglementée dans tous les textes que nous faisons au ministère des Mines et de la Géologie. Chers téléspectateurs, l'émission Face au peuple, c'est aussi des rubriques. La première question est la suivante. Monsieur le secrétaire, quel rôle joue la structure FODEL, le Fonds de développement économique local, dans le secteur minier? Est-elle alimentée et redistribuée aux ayants droit? La deuxième question est la suivante. Vous avez dit que le scandale géologique qui est la Guinée ne se transforme pas en scandale économique. Je veux savoir réellement pourquoi, qu'est-ce qui freine cela? Merci beaucoup, c'est des questions pertinentes. Le FODEL, en fait, le code a prévu que chaque société qui est en phase de production, en phase d'exploitation, paye un montant aux collectivités. C'est un montant qui est dans la nomenclature budgétaire des collectivités. Donc c'est une ressource propre des collectivités. Ça s'appelle contribution au développement local. Pour en assurer un suivi particulier, nous avons mis en place une gouvernance particulière. On ne laisse pas... Pourquoi nous mettons en place cette structure particulière? Pourquoi nous suivons la gestion de cela? Parce que c'est par ce fonds-là, les sociétés achètent la paix. Si les sociétés évoluent tranquillement, ça peut aider tout le monde. Donc, si le montant est mal géré, les populations seront toujours mécontentes. Elles vont toujours revendiquer. Donc, il faut que ce montant qui rentre dans le compte des collectivités, ce montant-là soit bien géré. Ce FODEL est mis en place comme une obligation pour les compagnies de payer de l'argent aux personnes qui sont immédiatement impactées par leur activité. Et dans un cadre légal, donc c'est à la collectivité qui a une personne morale, qui a l'autonomie de gestion qui reçoit cela. Ce n'est pas des personnes qui reçoivent. Cette collectivité-là, la commune rurale ou la commune urbaine qui bénéficie de cela, va faire des travaux d'intérêt public suivant son plan de développement local, le PDL, qui est élaboré de façon collégiale. Okay. Et ça rentre dans un plan annuel d'investissement également, qui est élaboré chaque année. Chaque année, c'est modifié, une déclinaison annuelle qui est faite de ce PAI-là. Et c'est ce qui fait que donc, le montant va directement vers celui qui fait le travail pour l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui va en bénéficier. C'est ce que certains croyaient que ça allait être distribué. Mais ce n'est pas le cas. La deuxième question? La deuxième question, je crois que tout le monde a entendu ça. Dans les rapports, on dit toujours, scandale. Malgré le fait que la Guinée est un scandale géologique, la Guinée reste toujours pauvre. On a toujours entendu cela. J'ai dit tout à l'heure, tant qu'on ne réussit pas à faire en sorte que celui qui a un permis minier, s'il ne le développe pas, il le perd. Tant qu'on ne le fait pas, les gens vont prendre les permis, ils vont s'asseoir dessus. Ça, c'est un. Deuxièmement, pendant longtemps, on a mis en place un processus qui était de telle sorte que tous ceux qui avaient des permis n'étaient pas bien accompagnés sur le terrain. Maintenant, on met en place un mécanisme d'accompagnement des titulaires de permis pour faire en sorte que tu es obligé de faire. Mais si tu veux travailler, il y a quand même un accompagnement intelligent du ministère qui est là auprès de toi pour pouvoir développer les permis. Mais pour qu'on puisse donc développer le pays à travers les mines, comme je l'ai dit tantôt, il faut d'abord que ceux qui ont les titres miniers, ce soient les bonnes personnes qui ont les titres et qui les gardent. Ceux qui sont capables de faire le travail, il faut que ce soit ceux-là qui aient des permis, ceux qui veulent aller à l'exploitation, qui peuvent employer des gens. Ce que les gens font, ils prennent des permis, ils font un forage dans un village, ils réunissent les villages, ils font une fête, après ils viennent se coucher à Conakry, ils font des faux rapports et ils envoient ça, c'est valide. Donc, pour qu'on puisse développer le pays, il faut que les permis puissent être développés, pour que chaque périmètre octroyé puisse être développé. Ouais. Mais quand c'est développé, c'est dans ça qu'il y aura des revenus pour l'État, qu'il y aura des emplois pour les jeunes qui sortent des universités. C'est dans cela qu'il y aura de l'emploi, du travail pour les sociétés qui sont créées, qu'il y aura beaucoup plus d'interaction. S'il y a une activité sur le terrain, c'est là où
on va construire des maisons pour des employés qui viennent, que ce soit des étrangers ou des Guinéens. C'est dans ça que finalement, il y aura un développement qui va servir tout le monde parce que des agriculteurs vont trouver leur compte, les pêcheurs vont trouver leur compte, tous ceux qui font une activité peuvent fournir du service. C'est comme ça qu'on peut créer une ambiance générale dans le pays autour d'un secteur qui porte. Aujourd'hui, à mon niveau ou à n'importe quel niveau du ministère, personne ne peut garder un permis si tu ne le développes pas. D'accord. Personne ne peut le garder. Et c'est quand tu as un permis, que tu le développes, que tu travailles là-dessus, que tu peux créer de l'activité et aider les uns. C'est vrai que le développement d'un permis demande du suivi, ça demande un accompagnement pour que ça puisse bien se faire, avoir aussi moins d'impact environnemental par ailleurs. Mais il faut d'abord que cela puisse se faire, le travail là se fasse. Et cela, ce n'est pas en gardant un permis en se couchant que ça va se faire. C'est pour ça que j'ai dit que le cadastre est fondamental. Sa gestion doit être mieux suivie. Moi, ma question est la suivante. Monsieur le secrétaire, quelles sont les procédures par lesquelles les sociétés passent pour avoir un permis d'exploitation? Il y a différents types de permis. Il y a le permis de recherche, il y a le permis d'exploitation, la concession minière. Ça commence par le permis de recherche. C'est par cela qu'on entre dans le système. Pour avoir un permis de recherche, il y a deux conditions fondamentales. Il faut avoir les capacités techniques, il faut avoir les capacités financières. Si tu as les capacités techniques qui prouvent que tu as déjà acquis de l'expertise, directement par toi-même ou via un partenaire avec quelqu'un qui a déjà cette expertise-là, qui peut développer le permis, tu as rempli la condition technique. La condition de capacité financière, il faut prouver que tu as les moyens de développer le permis qu'on te donne. Je pense que c'est 3 000 par kilomètre carré. Si tu as 100 km carrés, il faut prouver que tu peux, comme le permis de recherche pour la première phase, dure 3 ans, il faut prouver que tu peux garder, tu peux développer ça, je crois, 2000 par kilomètre carré, plutôt $2000 par kilomètre carré. Donc 600 000, il faut être capable de prouver que directement ou via un partenaire que tu as, tu peux avoir les 600 000 en investissement pour 3 ans. Pour le permis de recherche. Si c'est 100 km, c'est un exemple que j'ai donné. Si tu as 10 km, faites le calcul, vous aurez le montant aussi. En fait, je n'ai pas eu le temps de développer. En Guinée, malheureusement, on n'a pas une connaissance géologique suffisante du périmètre. Donc, c'est l'investisseur qui vient, c'est aussi une faiblesse qu'on a. On travaille là-dessus, on a des projets qui sont très avancés là-dessus. Certainement, on va changer cela, mais aujourd'hui, pour avoir un permis, il faut prouver cette capacité-là, que tu peux faire la recherche, identifier le jugement. Nous connaissons les zones d'or, les zones de bauxite, les zones de fer, et ainsi de suite. Tu présentes ces dossiers, nous l'examinons au ministère, tu peux maintenant avoir un permis qui te donne droit à exploiter. C'est ce qu'on appelle le permis d'exploitation. Quelles sont les perspectives pour l'État pour la relance du projet du Mont Simandou et du Mont Nimba? Merci. Ouais. Le projet Simandou, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un projet transformateur pour l'économie de la Guinée. Ouais, méga projet. Ouais, les dernières évaluations donnent un montant de 20 milliards de dollars pour pouvoir développer le projet. Le projet était déjà en très bonne voie pour se développer quand le prix du minerai de fer a chuté. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ceux qui viennent exploiter les ressources viennent parce qu'ils vont trouver leur intérêt. En développant le projet, bien sûr, nous allons aussi gagner. Donc, si le prix du minerai est à un niveau tel que l'exploitation ne peut pas leur permettre de faire le retour sur l'investissement, ils ne vont pas investir. Donc nous travaillons actuellement avec Rio Tinto et Chinalco. Nous avons récemment tout suivi à l'international. Rio Tinto a mis fin à l'accord non contraignant qui avait été signé entre cette société et Chinalco pour le développement du projet. Donc les discussions sont en cours avec ces sociétés-là pour pouvoir relancer le Simandou. Nous avons des discussions qui ne peuvent pas pour le moment être sur la place publique pour pouvoir relancer le projet. Nous faisons tous les efforts pour que le projet puisse être relancé rapidement. Ma question est la suivante. Pourquoi partout les sociétés minières sont installées, on n'a pas de routes? En même temps, je demanderai, est-ce qu'il y a des clauses entre la Guinée et ces sociétés minières pour un permis minier, étant donné que nous voyons qu'il n'y a même pas de reboisement dans les localités où ces sociétés sont installées? Les routes
quand une société s'installe dans une région, elle fait la route qu'elle-même elle utilise pour faire l'évacuation. Il y a aussi certaines routes communautaires qui vont être réalisées par les sociétés. Je pense quand même que lorsqu'on prend le cas de la SMB, elle a fourni beaucoup d'efforts en ce qui concerne les infrastructures. Il y a des ponts là-bas qui n'étaient pas là-bas avant. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont réalisées là-bas. Il y a même un hôpital qui est mis en place là-bas. La société vient de s'installer. Comme je le dis, on n'a pas suffisamment de temps pour parler de certains aspects de développement d'un projet, mais c'est important de le dire. Quand un projet se met en place, dans un premier temps, je l'ai expliqué tout à l'heure, elle mène des recherches. Malheureusement, nous avons deux contraintes majeures qui jouent sur le développement des projets miniers en Guinée. C'est la question de la recherche géologique. La société est obligée de faire la recherche elle-même. Okay. Ça joue sur nous en termes de connaissances. Nous travaillons là-dessus pour améliorer cette réalité malheureuse pour que l'État puisse avoir plus d'informations géologiques, qu'il puisse être capable de vendre plutôt des réserves concrètes connues. L'autre contrainte qu'on a, c'est la question d'infrastructure. Ouais. Ne demandons pas aux sociétés de résoudre tous nos problèmes d'infrastructure. La société vient pour développer le projet. Elle a des obligations à l'égard des communautés. C'est pour cela qu'il faut bien gérer le FODEL, le Fonds de développement économique local. Donc la société vient, elle paye la contribution au développement local, elle paye certains revenus à l'État et au début de l'exploitation, elle vient définir l'investissement dans le projet, reconnaissant qu'il va être difficile d'abord d'avoir de grosses sommes d'argent pour pouvoir même avoir le retour sur l'investissement. Elle cherche d'abord à faire le retour sur l'investissement, à payer les dettes qu'elle a contractées pour développer le projet. Et pendant les années qui vont suivre, certainement les choses vont s'améliorer. Il y aura beaucoup plus d'infrastructures. La CBG, ce n'était pas comme ça au début. La CBG a réalisé beaucoup d'infrastructures à Boké, en tout cas dans la région. Kamsar n'est pas comme les autres sous-préfectures de la Guinée. Donc, il y a eu beaucoup de progrès dans cette ville-là. Celles qui viennent aussi de s'installer, ceux qui viennent de s'installer aussi, donnons-leur le temps. C'est quand un arbre grandit qu'il peut donner des fruits qu'on peut cueillir. Une société qui vient de s'installer peut faire certaines infrastructures, mais on ne peut pas lui demander tout en même temps. Ça peut effrayer les investisseurs, ça peut décourager d'autres qui viendraient, qui auraient la volonté de venir s'installer dans le pays. Monsieur le secrétaire, à vous entendre, nous comprenons qu'il y a des avancées significatives à enregistrer au niveau de votre département. Il y a des réformes engagées dans le secteur minier, notamment la réglementation cadastrale, l'élaboration d'un permis légal. Mais, monsieur le secrétaire, la question est de savoir quel avenir pour notre environnement qui souffre sous les effets pervers de l'exploitation minière. Je voudrais savoir réellement qu'est-ce que votre département a envisagé pour vraiment venir en aide à Sigiri qui s'ouvre encore. Ce genre de discours, il faut qu'on fasse beaucoup attention. J'étais aussi à Sigiri il n'y a pas longtemps. J'étais là-bas. J'ai constaté qu'à Sigiri, la société m'a présenté la situation d'un point de vue environnemental, les efforts qui sont fournis de façon environnementale. Sigiri est une zone qui est un peu vers, ce sont les parties hautes de la Guinée, c'est un peu à la frontière vers le Mali. Bamako aussi fait très chaud. Ouais. Donc, la chaleur de Sigiri, quand on attribue ça à la SAG, ce sont des discours il faut faire beaucoup attention. L'exploitation minière, moi j'ai fait un peu d'études en France, j'ai étudié à l'école des mines de Paris, on m'a fait visiter des zones minières, des anciennes zones minières, des carrières. L'exploitation minière aide à développer le pays. En fait, c'est la notion de développement durable qui est ici au cœur de ce débat. Il y a la question physique de l'environnement. Il faut trouver un moyen terme entre les questions sociales et les questions de développement. Les questions environnementales, on peut avoir un impact sur l'environnement et développer de façon raisonnable. Lorsqu'on a une mine quelque part, la mine fait l'objet toujours d'une étude d'impact environnemental. L'étude d'impact environnemental est partagée avec les communautés. Les communautés savent quels sont les impacts de l'activité minière qui va se faire. L'activité minière aura ces impacts-là. Mais voici les solutions de mitigation que nous proposons.
ces solutions sont proposées dans l'étude d'impact environnemental et c'est partagé avec les populations. Lorsqu'on prend donc ces solutions-là, ça porte sur quoi? Ça porte par exemple sur la zone qui est détruite. Pendant un certain temps, il y a une autre zone qu'on reboise par exemple. C'est systématiquement prévu dans les textes. Lorsque quelqu'un perd sa plantation, non seulement on doit lui rembourser sa plantation, mais aussi on doit pouvoir trouver une zone où on doit reboiser. Même dans le plan que nous sommes en train de mettre en place avec l'exploitation minière traditionnelle à Sigiri, justement, nous avons prévu cela. À Sigiri, le problème de l'exploitation artisanale même est plus dangereuse que l'exploitation officielle par les sociétés industrielles. Nous travaillons à ce que tous ceux qui font de l'exploitation d'une zone donnée puissent travailler à compenser les dégâts environnementaux. Je ne dis pas que le résultat est parfait. Et les choses n'ont pas commencé aujourd'hui. L'exploitation d'une zone, quand une zone est exploitée, ce qu'on doit essayer d'avoir, c'est que oui, il y aura une destruction environnementale, mais qu'est-ce qu'en contrepartie la population gagne? Aujourd'hui, quand je vais à Sigiri, Sigiri, c'est une ville plus vivante que beaucoup de villes. Quand je vais à Kintinya, où il y a l'exploitation de l'or, même dans des villages comme Fatouya et d'autres là, dans ces zones-là, je l'ai dit tout à l'heure, les populations ont un niveau de vie plus appréciable que d'autres villages que moi je connais. Donc, à Sigiri, il y a des propositions qui sont faites. J'ai vu le budget que la société, ce que la société a dépensé en 2017, c'est 22 milliards de francs guinéens pour seulement donner des petits producteurs de tomates par-ci, pour les jardins potagers qui est distribué. Il y a 47 milliards par là qui a été également distribué, seulement dans les villages pour pouvoir aider les gens à pouvoir se développer. Maintenant, s'ils exploitent les zones et qu'il y a de la chaleur, je ne crois pas qu'on peut créer un lien direct entre l'exploitation minière à Sigiri. Il n'y a pas de lien. Et la chaleur de Sigiri. Monsieur le secrétaire général, on ne peut pas parler de mines sans pour autant parler de résidus, les déchets chimiques qu'on laisse après l'exploitation minière, et qui a aussi un impact sur l'écosystème, parce que ces résidus parfois continuent dans les rivières et autres, et sur la vie des populations. Donc j'aimerais savoir s'il y a des mesures sanitaires prises pour la préservation de la santé de la population et aussi pour l'écosystème. Le vrai problème qu'on a en ce qui concerne les déchets, c'est beaucoup plus l'exploitation artisanale. L'exploitation industrielle, ce sont des digues qui sont formées, qui permettent qui permettent d'éviter des écoulements. C'est vraiment une société qui se respecte ne peut pas voir ces résidus aller dans les cours d'eau. Je ne connais pas une société qui exploite en Guinée qui laisse des résidus aller dans les cours d'eau. Si vous en connaissez, dites-moi. À Sigiri, pour la SMD, ils ont un bac à boue qui est rempli. Les populations, on dit que ça joue sur leur santé. On a amené des experts qui ont dit que ça ne joue pas. Mais les populations s'obstinent à dire que c'est à côté d'un village qui s'appelle Carrefour. Voilà, donc, ils disent que les citoyens disent que ce n'est pas l'un de leurs habitats et que ça peut jouer sur leur santé. Les experts disent le contraire, mais finalement on a demandé à la société de déplacer ce village-là pour un coût qui va dépasser les 3 millions de dollars. C'est un village un peu artificiel, ce n'est pas un village original. Ça s'est créé avec le développement de la mine même. Donc on va déplacer le village, mais c'est une question très sensible que vous posez. On ne peut pas permettre à une société de laisser ces débris, ces déchets aller dans les cours d'eau, c'est très grave. Alors ma question est la suivante. Étant donné que l'article 147 du Code minier interdit l'employabilité de toute personne n'ayant pas 18 ans dans une mine ou une carrière, qui n'est pas du tout le cas de Mandiana et de Sigiri, ce qui cause la dégradation de l'éducation des enfants dans ces zones minières artisanales. Dans ces circonstances pareilles, quelles sont les mesures prises par votre département pour ne pas que cela affecte négativement le pays en général et l'éducation en particulier? L'exploitation artisanale, parce que l'emploi des mineurs, c'est sûrement dans l'exploitation artisanale. Ce n'est pas dans l'exploitation industrielle. C'est une activité, c'est la femme qui va quelque part trouver des gravats, qui vit avec son enfant, qui lui dit « amène-moi le seau ».
les gravats sont dans un seau qu'on lui amène. Ce sont des choses qui sont plutôt sociologiques. Ce sont des phénomènes sociologiques qu'on essaye plutôt de faire en sorte que l'exploitation artisanale puisse être de plus en plus saine. Mais c'est un processus de réforme qu'on a engagé au niveau du ministère pour pouvoir faire en sorte que, avec des équipes d'encadrement qu'on est en train de former, avec un projet de la BAD, sur le terrain, qui a un contrôle systématique sur les emplois des mineurs et un certain niveau de présence des femmes, des femmes vulnérables qui sont enceintes, qui sont des nourrices, ainsi de suite, pour faire en sorte qu'il y ait moins des personnes qui sont dans ces états-là travaillant sur les zones d'exploitation artisanale. C'est très difficile parce que c'est lié, des fois c'est dans leur champ qu'il y a des zones aurifères ou bien dans des mines artisanales qui sont envahies qu'on essaye de contrôler. Des fois, quand quelqu'un va dans une zone, il trouve un peu de 1 kilo ou 100 grammes, lorsqu'il vient, tout le monde se rue sur le terrain. Tout le monde vient avec ses enfants. Ces contrôles-là dans des villages profonds, ça va prendre du temps, mais on va travailler là-dessus pour pouvoir améliorer la situation. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Face au peuple, qui est produite par la Fondation Osiwa. Aujourd'hui, nous avons pour inviter M. le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, à la personne de M. Sadou Nimaga. Nous allons passer maintenant à la prochaine rubrique, appelée Proposition de solutions. Au fait, vu l'article 147 qui dit aucune personne ne doit être employée dans la zone minière sans avoir l'âge de 18 ans. Donc pour cela, est-ce qu'il y a dit aussi dans le code civil qu'on ne peut pas avoir l'accès à la carte d'identité sans avoir l'âge de 18 ans? Donc est-ce que pour cela, si nous proposons, n'est-ce pas, la carte d'identité dans les zones minières, pour pouvoir identifier un peu. Pouvoir identifier les exploitants dans les zones. Ça, c'est bon. Nous demandons tout d'abord le respect du contenu des engagements locaux afin que les jeunes impactés puissent bien bénéficier des retombées économiques des exploitations. Okay. Ensuite, le respect de l'environnement, car il faudra que les sociétés d'exploitation font des reboisements répétitifs par des plantes précises dans les zones concernées. Au gouvernement de participer avec les sociétés pour favoriser la PME en place. Renforcer également le FODEL pour améliorer les conditions de vie de la population, telles qu'en eau et en électricité, chose qui est source de plusieurs manifestations. Exemple, dans la région de Bouquet. Monsieur le secrétaire, je ne vais pas trop m'élargir avec les propositions de solutions. J'ai une seule solution à vous proposer, c'est dans le cadre de l'électrification du pays. Et donc, je voudrais vous proposer comme solution de mettre en place une politique afin que le potentiel transformateur du secteur minier puisse donner une opportunité à l'électrification du pays. Et selon un rapport de la Banque mondiale, il est avéré là-dedans que dans ce rapport, que la Guinée, il y a 1/3 de la population qui bénéficie de l'électricité. Donc je pense que pour une croissance économique, il faudrait qu'on ait vraiment un approvisionnement aussi dans le secteur énergétique, mais que le secteur énergétique peut être appuyé aussi par votre secteur, qui est le secteur minier. Donc c'est par rapport à l'électrification du pays. Et j'encourage beaucoup que vous preniez l'initiative de mettre en place cette politique qui va donner une opportunité à l'électrification du pays. Et deuxièmement, voire dernièrement, je vais aussi proposer que vous offriez des possibilités de formation aux jeunes de ces localités environnantes. Et il y a un ministère de l'énergie qui définit la politique publique d'électrification du pays. Nous avons récemment négocié, nous essayons autant que cela est possible de relier les projets. Chaque fois qu'on a négocié avec une société qui doit produire l'électricité, qui doit mettre une centrale, nous faisons en sorte que la capacité
produite ou prévue de production de cette société-là puisse aller au-delà de ses simples besoins. Dans tous les contrats miniers qu'on négocie, c'est comme cela on fait. Avec TBA même, on leur a demandé de faire le barrage de Amaria. Les négociations vont commencer bientôt pour pouvoir réaliser ces barrages-là. Et c'est grâce à l'électricité produite que la société va transformer l'alumine en aluminium même. Donc en tout cas, nous travaillons à ce que les sociétés produisent de l'électricité plus que ce dont elles ont besoin. C'est le cas de la SAG qui électrifie Sigiri. Après la rubrique proposition de solutions par le public qui a eu le temps de venir assister à cette production, on va passer à la toute dernière rubrique appelée le plaidoyer. Vous savez, en avril 2017, il y a eu des soubresauts à Bouquet. Après, il y a eu un mémorandum de 35 points. Et à l'issue, il y a eu le ministère des Mines s'est engagé sur 12 points. Et après cela, en septembre 2017, il y a eu d'autres mouvements personnellement qui m'ont trouvé à Bouquet. Et à l'issue de ça, nous nous sommes constitués en collectif d'ONG, RENACED, Action Mines, CECID, beaucoup de structures. On a porté un plaidoyer pour que les revendications issues sur ces 12 points soient effectives. Aujourd'hui, il y a une feuille de route disponible qu'on a même transmise au ministère des Mines, de la Géologie. Le plaidoyer que nous portons, parce qu'on a fait le point de la situation, on est parti analyser la situation, c'est que les populations ne sont pas informées sur les différents contrats que l'État est en train de faire avec ces sociétés-là. On aurait souhaité que le ministère des Mines fasse un plan de communication global pour vraiment parler à ces populations, les obligations de ces entreprises et les obligations de l'État. Parce que quand on dit à une société d'envoyer le courant ici, de construire la route, de faire ceci, je pense qu'il faut que ces populations comprennent aussi. Les entreprises, dans leurs obligations légales, ils doivent faire ceci, doivent faire cela. Donc, ce plaidoyer, vraiment, nous demandons au ministère... S'appuyer beaucoup sur la communication. La communication, parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup d'intox. Les gens communiquent de façon fantaisiste, mais lors de notre table ronde, il y a eu beaucoup de communication. Des experts sont venus du domaine pour communiquer réellement. Beaucoup ont compris dans la salle que tout ce qui se disait, ce n'est pas comme ça. Les contrats que nous négocions, certainement, ce n'est pas la bonne plateforme pour la population, mais ces contrats sont publiés. Tous les contrats sont publiés sur des sites Internet. Vous, en tant qu'ONG, vous pouvez nous servir de relais pour décortiquer ces contrats-là. C'est publié déjà sur tous les sites. Maintenant, parlant des revendications, je pense qu'on a une équipe qui suit ces revendications. Les 12 points, l'essentiel des points, je pense on a résolu, sauf les points d'électricité. Et sur ça aussi, on a fait beaucoup d'efforts. C'est le ministère des Mines qui a pris en charge beaucoup d'actions d'électrification de la région de Bouquet. Et ça ne se dit pas, mais nous avons beaucoup travaillé là-dessus avec l'ANAIM, qui apporte des groupes par là, où nous demandons au ministère de l'Énergie d'intervenir dans tel domaine. GAC a fourni des groupes à un moment donné qui ont été installés là-bas. Nous faisons quand même beaucoup d'efforts. Ce n'est pas notre mission première, ce n'est pas la mission première non plus des sociétés minières, mais pour acheter la paix, des fois, elles font des efforts au-delà de ce qu'elles sont légalement obligées de faire. Mais je prends bonne note de cette question de communication, parce qu'il faut qu'on explique à nos frères, aux populations que oui, nous sommes convoités aujourd'hui en tant que pays minier. La bauxite guinéenne est convoitée, mais nous ne sommes pas le seul pays bauxitique. Il y a de la bauxite aussi ailleurs dans le monde. Et le monde peut vivre sans la bauxite de Guinée. Lorsque l'exploitation minière va s'arrêter en Guinée, le monde ne s'arrêtera pas. Il y a eu une évolution de 19 millions de tonnes en 2000
2011, aujourd'hui à 47 800 000 tonnes de bauxite guinéenne. Nous sommes en train d'occuper le marché, créer la dépendance des sociétés minières internationales vis-à-vis de la Guinée, et ce faisant, avec l'évolution donc sur le marché international, beaucoup de choses en faveur de la population pourront se faire. Nous avons récemment lancé à Boké une étude sur l'impact économique dans la région de Boké de l'exploitation minière. L'étude est presque finalisée pour voir comment les interactions dont j'ai parlé tantôt puissent se créer dans la région de Boké. Je pense que les conventions qu'on négocie sont équilibrées. On se bat, on fait notre mieux pour que les populations guinéennes puissent profiter de ces mines-là. C'est ça notre mission et on se bat pour la suite. Monsieur le secrétaire général, monsieur Sadou Nimagan, ils sont très nombreux à nous suivre, la RTG un peu partout. Le dernier mot avant de partir. Je vais donc continuer ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne la reconnaissance des efforts du gouvernement. Parce que depuis un certain temps, quand même, il y a eu une amélioration de la gouvernance du secteur minier. Cette amélioration doit se poursuivre. Mais pour que ça puisse se poursuivre, il faudrait que tout le monde puisse accepter d'y participer. C'est pour cela que nous avons organisé en 2016 et en 2005, nous avons organisé la table ronde qui a réuni tous les acteurs concernés par la gestion des secteurs miniers qui sont intervenus pour donner leurs critiques et nous en avons tenu compte dans la gestion actuelle du secteur. Il faudrait que tout le monde accepte que la politique minière qu'on mène actuellement, elle est menée pour l'intérêt de tout le monde. S'il y a des faiblesses, qu'on puisse en discuter de façon apaisée, de façon civilisée. Entre 1973 jusqu'en 2015, 42 ans pratiquement, il n'y avait pas eu une nouvelle mine en Guinée. La nouvelle mine à Boké a été ouverte. Ça doit être pris comme une bonne chose. Il va y avoir certains effets par endroit, mais progressivement, ces effets-là seront corrigés. Aujourd'hui, personne ne peut agir d'une manière contraire aux normes internationales. Tout le monde sera obligé de s'ajuster, mais laissons l'activité se faire. Encourageons l'investissement international. C'est dans ça que les jeunes qui sortent des universités vont avoir du boulot. C'est dans cela que des emplois peuvent se créer. C'est dans cela que les entreprises peuvent travailler. Dieu nous a offert les ressources minières. Donc c'est un atout que nous devons utiliser pour pouvoir développer l'ensemble des secteurs du pays. Nous voulons que le secteur minier, les revenus tirés des mines, aujourd'hui, ils constituent l'essentiel des revenus qu'on a. Ne nous en cachons pas. Nous voulons que la part, en termes de volume, en termes de millions de dollars, qu'il y ait plusieurs millions encore que ce qu'on gagne, mais qu'il y ait, en termes de pourcentage, un pourcentage faible, que ce soit un pourcentage faible dans les recettes de l'État. Donc, ça veut dire qu'à côté de l'activité minière, on aurait beaucoup d'autres activités qui vont encore fournir beaucoup d'emplois aux jeunes, beaucoup de revenus à l'État, pour que la Guinée puisse enfin changer de statut, pour que le scandale géologique puisse être un scandale de développement. Que cet écart-là, grâce à la politique, grâce à l'adhésion de tout le monde, grâce au soutien de tout le monde, qu'on puisse se développer. Si j'ai un message à passer, c'est ce message d'adhésion à la politique qui est prôné par le président de la République, qui porte quand même ses fruits, que nous devons tous soutenir en dehors de nos positions politiques, sociales. Il faut qu'ensemble, on puisse se donner les mains pour que le développement soit notre parti unique dans lequel on va adhérer. La pauvreté soit le seul chef de file de l'opposition en Guinée. Que nous soyons tous unis autour de l'essentiel. L'essentiel, là, c'est qu'on puisse se développer à travers ce que la nature nous a doté, en plus que tout, en fait, les ressources minérales. Il s'appelle M. Sadou Nimagan, sinon que ça m'a fait plaisir de vous avoir ce matin. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour parler. Merci d'être venu. Merci. Voilà ce qu'on pouvait retenir de votre émission Face au peuple. L'émission Face au peuple aujourd'hui, produite par nos amis de l'AGEPAD, Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique. C'est une coproduction avec la radio-télévision guinéenne financée par Osiwa Guinée. Face au peuple, qui est un espace d'échange entre gouvernants et gouvernés. Aujourd'hui, le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie était mon invité. Espérant vous donner rendez-vous, vous retrouver la semaine prochaine au compte de cette émission. Tout le plaisir a été pour moi cette semaine de vous servir. Merci, bye bye.